Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Julien, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Julien Métier, j'ai 34 ans, je suis Head of Product Design chez Itch depuis maintenant 3 ans. Voilà, j'ai une équipe de 8 personnes actuellement et on cherche encore de nouvelles personnes pour nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle chez Itch ? Comment ça se passe au niveau de la roadmap, au niveau de la structuration de l'équipe également ? Alors, mon rôle est de manager l'équipe Product Design et le rôle d'un designer chez Itch, j'aime bien le formuler de façon à faire gagner du temps aux développeurs. C'est-à-dire que nos projets y arrivent sous forme de problèmes à résoudre. Et pour un dit projet, il y a une multitude de solutions possibles. Et le but, c'est de trouver la meilleure. On va faire de l'idéation et générer ces solutions. On va les prototyper, on va les tester. Et derrière, on va les implémenter. Si on implémentait toutes les idées qu'on a, ça poserait pas mal de problèmes en termes de bande passante, parce que ça prend beaucoup de temps d'implémenter une solution. Ça fait intervenir des devs back-end, des devs front-end, des devs mobiles, des QA, des PM, etc. Alors de créer un proto pour pouvoir aller tester derrière avec les utilisateurs, ça prend une journée, 2 journées max. Donc voilà, on essaie de faire des protos comme ça et derrière on va les faire tester à des utilisateurs. Et comme ça on définit quelle était la meilleure solution, un peu de façon empirique comme ça. Est-ce que vous avez des tools en interne entre designers ou avec les développeurs pour implémenter les solutions? Je pense par exemple au double diamant. Le double diamant, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé dans mes expériences d'avant. J'aime beaucoup ce process parce qu'en fait, c'est le process le plus simple à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas designer. Donc, c'est très simple. Tu cherches un maximum d'infos sur le problème que tu cherches à résoudre. Tu définis très clairement, très précisément le problème que tu cherches à résoudre. Après, tu explores un maximum de solutions et tu cherches la meilleure solution. Donc ça, c'est bien quand tu veux présenter un petit peu à d'autres personnes comment tu travailles. Nous, le process qu'on utilise, c'est un design thinking process, avec une phase d'empathie. Donc, tu essaies de comprendre un peu le point de vue de l'utilisateur, phase de définition de problème comme dans le double diamant. Et après, tu as idération, prototypage, test. Ça, on essaie de le faire avec le cycle le plus court possible. Souvent, on a de la chance d'être sur un service où on va pouvoir rencontrer facilement des utilisateurs, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui bosse avec des médecins, par exemple. C'est compliqué de rencontrer des utilisateurs pour les faire tester. Nous, on se permet d'aller au Starbucks du coin, au bar du coin, et on montre les photos, et comme ça nous permet de faire des cycles plus courts, en fait. Là où une boîte qui bosse avec les médecins, comme ils doivent prendre des rendez-vous, etc., ça arrange avec eux, ils ont intérêt d'être sûrs de ce qu'ils vont montrer. Nous, on n'a pas ce problème. Et est-ce que parfois tu rencontres des difficultés dans le sens où ta cible est tellement large que parfois tu sais pas trop comment trancher en termes de features ou ce genre de choses? Globalement, si on arrive à montrer qu'il y a de la valeur dans la feature qu'on essaie de produire, on ne peut pas trop se planter. On va pas être certain que c'est la solution optimale parce qu'il y en existe peut-être d'autres, mais en plus de tester la usability d'un projet, d'une solution, on va tester aussi sa valeur et on va essayer de voir à quel point ce truc-là est intéressant à délivrer. Et de la même façon que quand on définit les problèmes, on essaie de définir si c'est des vrais problèmes qu'on devrait résoudre. Et on a une phase chez nous dans le framework produit qui s'appelle l'Opportunity Assessment. Donc l'Opportunity Assessment, c'est essayer de rassembler un maximum d'infos. C'est comme la phase d'empathie en fait, avec de la data en plus. C'est rassembler un maximum d'infos sur le problème que tu vois, les signaux qui parviennent, et aussi voir si en termes de business, tu as un impact potentiel suffisamment important pour que la boîte se penche là-dessus. Donc, à la fois pendant les opportunités assessment et quand on fait des tests de feature, on a 2 fois la possibilité de savoir si ça vaut le coup de travailler sur ça et si ça vaut le coup de livrer cette solution-là. Donc, en fait, même si tu as une cible très large, on arrive à livrer des choses qui ont du sens et en fait, dans le business, qui sont intéressantes. Et est-ce que si on parle plus concrètement des dernières features qui ont été implémentées, tu peux nous parler d'une feature qui a vraiment bien marché? Laissez-moi revenir dessus. Parce qu'en général, c'est pas forcément moi qui bosse dessus. Ouais. Un truc sur lequel on a bossé dernièrement, c'est que pour l'instant, pour les chauffeurs, on n'avait pas encore la possibilité de leur montrer leur gain la journée. Là, on a commencé à déployer ça dans l'application et à la base, ça prenait une forme d'un email que tu recevais régulièrement avec tes gains et
Et ça fonctionnait super bien parce qu'on s'était en amont assuré que c'était quelque chose qui était important pour eux. Donc on va faire des interviews avec les drivers, on va leur demander c'est quoi le top 3 des manquements qu'il y a dans l'application par rapport à la concurrence, ou alors on va leur demander les 3 plus gros problèmes de leur quotidien de chauffeur etc. Et derrière, on va définir quels sont les problèmes qu'il faut qu'on résolve et les solutions qui en découlent, etc. Et donc ça fait partie des must-have de leur point de vue. Donc là, implémentés, ils sont plutôt contents de ça. Vous faites beaucoup de retours comme ça, de feedback à la fois utilisateurs et chauffeurs. Est-ce que c'est plus quanti, quali ou autant l'un que l'autre? C'est autant l'un que l'autre, à la différence près que côté product design, c'est vachement les designers qui vont closer cet aspect-là de côté qualitatif. Alors qu'on va laisser plus, de façon traditionnelle, j'ai envie de dire, chez nous, le quantitatif ou le product manager. Et chez nous, il y a un designer pour un product manager, plus ou moins, et ils travaillent en binôme. Donc la somme des deux fait que tu as tout le spectre, en fait, le quantitatif, le qualitatif, et ça te permet de prendre des décisions pas uniquement basées sur les chiffres ou pas uniquement basées sur les... Et justement, comment est organisée la team? La team design ou la team produit en général? Produit. Team produit en général, on a 6-7 product managers, 7-8 product designers. Derrière, on a une soixantaine de devs, d'ingénieurs, qui soient back-end, mobile, etc. Et tout ce monde-là, on l'a subdivisé en petites startups au sein de la startup, des product teams, on appelle ça, ce qui est l'équivalent des squads chez Spotify, etc. Avec leur propre scope respectif. Ce n'est pas des feature teams, parce que les feature teams sont amenés à être démantelés pour en créer d'autres une fois que le produit est fini. Nous, tu as ton scope, tu as tes objectifs, tu as tes OKR, et on t'assemble une team autour de cet objectif-là, avec des front-ends, des back-ends, des mobiles, des PM, des designers, etc. Et on en a plusieurs, on en a 6, je crois, avec ça va du customer care, par exemple, pour s'assurer que les utilisateurs ont la bonne réponse à leurs questions dès qu'ils ont un problème, etc. Genre, tu oublies ton téléphone dans la voiture, comment tu fais? Créer le process le plus facile pour que tu puisses retrouver ton téléphone, c'est customer care. On va avoir un truc qui s'appelle driver growth, par exemple. Le but, c'est d'avoir plus de drivers possible, donc en acquisition et en retention, et ils vont avoir que des projets liés autour de cet objectif-là. Et est-ce que si on parle plus en détail de Hitch, comment vous avez pu pivoter suite à tout ce qui s'est passé dernièrement avec notamment le procès? Comment vous avez su réorienter la strat? Bon, ça, c'est le moment où je suis arrivé je suis arrivé à 2 mois avant le jugement du procès, juste avant que ça soit jugé illégal d'opérer avec des chauffeurs particuliers. Et donc, du jour au lendemain, tu perds toute ta base de drivers, il faut que tu recommences. Et donc, du coup, on avait créé à l'époque un Google Spreadsheet où on a mis tout un listing de drivers, on faisait toute l'inscription de drivers via ce Google Spreadsheet, où toute la boîte collaborait dedans. Et tu avais les lignes colorées en vert quand ils étaient activés, avec un lien Dropbox sur chaque ligne pour avoir les scans de leurs pièces, leur carte BTC, leur assurance, etc. Et donc tout était fait par la main. Et petit à petit, tu regardes ce qui ne scale pas dans ce process-là de spreadsheet, et tu crées une feature et tu crées ton sign-up driver en fonction de là où ton équipe d'opération galère parce que ça devient pas possible d'avoir, par exemple, des scans dans Dropbox. Et petit à petit, comme ça, tu crées ton produit. Et aujourd'hui, on a monté une offre en fait, avec des conducteurs professionnels comme sur Uber ou Captain, etc. Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ton expérience professionnelle? On sait que Hitch, c'est un produit The Family. Et toi, tu étais en lien avant avec The Family. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait graphisme publicitaire / web design. J'ai commencé à bosser dans une agence de pub où je faisais toute la partie web en fait. Là-dedans, après, j'ai bossé 3 ans dans un cabinet d'expertise comptable où le but, c'était au départ de faire de la production de visuels, de communication visuelle, etc. Et après, c'est là que j'ai un peu pris le tournant pour le design. Ils ont commencé à avoir des plateformes SaaS, des applications mobiles, donc j'ai commencé à faire les interfaces de ces outils-là, après à essayer de faire du UX, etc. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et après, en sortie de ça, j'ai monté une boîte qui s'appelait Cookening, qui permettait d'aller dîner chez l'habitant quand on voyageait. Et on a fait ça pendant 2 ans et demi avec des mecs que je ne connaissais même pas à la base, que j'avais rencontré un peu pour l'occasion. Et effectivement,
justement, cette boîte-là faisait partie des premières boîtes de The Family. Alors, au même titre que Hitch, et pour la petite histoire, c'est là que j'avais rencontré pour la première fois Bibos, en fait, les cofondateurs de Hitch. Au bout de 2 ans et demi, on a rendu la boîte à une autre boîte qui fait exactement la même chose. Et j'ai commencé à bosser chez Blablacar comme product designer, UX designer, je ne sais plus le nom exact, pendant 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, je suis venu ici où j'étais un peu, pas premier designer, mais il y avait déjà des gens qui faisaient un petit peu tout, la brand et le produit, etc. Mais premier, vraiment focus sur le produit. Et on a dit, maintenant, tu fais ton équipe. Je sais que tu es aussi relié avec The Design Pro. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette formation? The Design Pro, il y a plusieurs trucs maintenant, il y a plusieurs branches. Là où je donne des cours, c'est un programme sur 8 samedis qui permet d'apprendre un peu les bases du métier de product designer. Donc on va passer par toutes les étapes du design thinking process, le diamant dont on a parlé tout à l'heure, etc. Et on sort de là, on a bossé sur un vrai projet. Et la majorité des gens qui font ce programme, c'est des UX designers, des UI designers, même des fois des product designers ou des product managers, etc. Et donc je m'occupe du cours d'idéation. Moi, ce que j'aime bien, là où je me trouve là-dedans, c'est que premièrement, tous les mentors, c'est des gens comme moi ou qui vont être design managers dans différentes startups à Paris, ce qui nous permet de nous rencontrer régulièrement et d'échanger sur ce qu'on rencontre un peu dans notre métier, dans notre boîte. Donc ça, c'est un point super cool. Et l'autre point super cool, c'est en fait, c'est un peu galère de trouver des profils de product design en France aujourd'hui. Il y a tellement de startups qui se montent, les formations sont assez récentes, et donc il n'y a pas beaucoup de profils qui arrivent sur le marché. Donc on se dit, si on les crée nous-mêmes, les profils, c'est cool, derrière on peut aller les chercher. La preuve en est, il y a un des derniers designers qui a rejoint la team, c'est quelqu'un qui avait fait le programme de design group. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Et derrière, ils ont commencé à faire des formations à la journée et un studio pour aider des startups. Et tu me dis que c'est une formation qui s'adresse également donc, aux product designers. Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus en faisant cette formation? Le product designer, en fait, c'est pas un terme réglementé, tu vois. On n'a pas de diplôme où à la fin tu es avocat, ce genre de structure. Donc en fait, product designer, tu le mets sur ton CV, sur ton poste, sans que personne puisse venir te dire t'es pas product designer. Après, il y a pas mal de ces élèves qui font l'effort de se dire ok, je suis product designer, j'ai l'impression d'être product designer, ou on me dit que je suis product designer, mais quand je me compare à d'autres personnes, c'est pas exactement, on ne fait pas exactement la même chose, ou alors je sens que j'ai pas la structure, j'ai pas le process qui me permettrait d'être légitime là-dedans, tu vois. Et c'est un peu lié au fait qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, et moi le premier, quand je suis arrivé là-dedans, et que je me suis auto-formé, qui ont le syndrome de l'imposteur, et ça permet en fait de légitimiser un petit peu ça. Est-ce que tu saurais me dire quelle est la différence entre UX designer et product designer? C'est assez controversé. C'est assez controversé parce que tu vas demander à 10 personnes différentes, tu auras 10 versions différentes. Donc UI, UX et product, la façon dont je le vois, c'est que UI designer, on va te demander de créer une page, on va créer un écran avec des éléments d'interface. Tu vas avoir une solution déjà définie, et donc ton but, c'est juste d'implémenter un formulaire de paiement, par exemple. UX designer, il va travailler autour des flows, de la user journey, du parcours utilisateur, donc tout le parcours d'achat, si tu veux. Genre, comment tu fais pour que les gens achètent un produit sur ton site. Et product designer, il va travailler avec comme matière première, pas une solution, mais un problème. Et je pense que c'est là que s'opère un peu la différence. Le designer, il va dire, ok, la conversion de l'arrivée sur notre site ou notre app et les gens qui font vraiment une inscription ou qui achètent un produit est désastreuse. Donc il faut qu'on fixe ça. Comment on fixe ça? Et donc tu vas chercher un petit peu tous les signaux qui vont te dire là il y a un problème et donc il faut chercher un réseau. C'est à peu près comme ça que je vois les choses en tout cas. Super, mais maintenant on va passer à la deuxième partie de l'interview où je te demande quels sont tes livres de référence et tes idées de veille graphique ou même UX en tant que tel. Okay. Livre, il y a un livre qui me sert beaucoup aujourd'hui et il y a 2 livres qui m'ont plu ces derniers temps. Il y en a un qui s'appelle Inspired et qui est un bouquin autour du produit, pas uniquement du product design mais du produit en fait qui recense. C'est facile à lire parce que c'est des petits chapitres et qui recensent un peu toutes les best practices que tu peux avoir dans le métier de produit, en fait, de créer des produits qui fonctionnent. Celui-là, il est pas mal et il fait assez référence dans le monde du produit. Et le deuxième, c'est très lié à la situation que j'ai aujourd'hui,
qui est un bouquin écrit par Julie Zhuo, qui est VP Product Design chez Facebook, et qui s'appelle The Making of a Manager, un truc comme ça. Et donc en fait, elle te parle de moi je suis arrivé pareil avec un syndrome de l'imposteur en étant manager, et par la suite, là elle manage je ne sais pas combien de centaines de personnes chez Facebook, indirectement, évidemment, sinon c'est impossible, je ne devrais pas avoir 6 semaines, mais qui va écrire un bouquin de un peu son parcours sur devenir un manager, etc. Et c'était super intéressant et tu t'y retrouves pas mal, je pense même quand tu n'es pas dans le product design, mais étant dans le product design, les exemples qu'elle m'a donnés, ça résonne en toi parce que je suis typiquement là-dedans, quoi. Donc ça, c'est 2 bouquins qui ont beaucoup plu. Après, pour tout ce qui est veille, tout ça, j'utilise les autres personnes en fait. Sur Slack, on a des channels de design share, product share, etc. Et je laisse les autres faire le travail d'aller voir sur Product Hunt, aller voir sur Behance, tout ça. Et ils postent les choses et je me nourris un petit peu de ça, quoi. Donc je suis un peu feignant de ce côté-là pour faire la veille et je laisse les autres faire et je prends ce qui ressort. Est-ce que tu vas souvent à des meet-up? J'essaye d'aller souvent à des meet-up parce que c'est facile, ça permet de networker aussi. Sachant qu'on recrute, on essaie de recruter, donc c'est toujours bien d'aller rencontrer les gens, savoir où ils en sont, etc. Donc oui, je vais préférer aller à un meet-up que de lire 5 articles, si tu veux, parce qu'au bout de 5 articles, tu n'as pas à rencontrer des personnes, tu as peut-être de la connaissance, mais dans les meet-up aussi, mais tu n'as pas ce côté networking que tu peux avoir quand tu vas dans des événements. Comment tu imagines ton métier dans 5 ou 10 ans? Fondamentalement, je serai toujours à résoudre des problèmes. C'est juste que les outils vont sûrement évoluer. Il y a 5 ans, les outils ont vachement évolué et le métier était le même, enfin la finalité du métier était le même. Donc je pense qu'on a une espèce de but à atteindre, de raison d'être qui va perdurer. C'est juste la façon dont on va le faire qui va sûrement changer. Design thinking, c'est un truc qui a des années et des années, quoi, qui n'a pas changé. Et je pense que ce sera toujours vrai, c'est une approche de voir le design en fait, et donc c'est assez fondamental et ça ne changera pas beaucoup. Après, dans les outils, c'est un truc que j'ai essayé d'éviter au maximum les discussions de tooling, mais on est passé d'une époque où on faisait tout dans Photoshop à une époque où on avait Sketch qui était dédié à faire de l'interface. Là, aujourd'hui, en parallèle, avant Figma, en parallèle, on avait InVision qui permettait, avec Sketch, de faire des prototypes rapides, etc. Moi, je me suis mis dans un truc qui s'appelle Origami, qui permet de faire des prototypes un peu plus haute fidélité. Et c'était un peu nécessaire quand je suis arrivé chez Itch, parce que sur la base d'un InVision, les gens n'arrivaient pas forcément à se projeter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le même écran, il y a des voitures qui bougent sur une map, etc. C'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passait dans un cadre de test utilisateur. Donc on a investi du temps sur Origami, qui est un peu une usine à gaz, même si je l'ai beaucoup défendu autant que j'ai pu. Et là, toute l'équipe est en train de passer sur Prototype, pour les prototypes. Et on est passé sur Figma il y a quelques mois, pour la simple raison que, un truc que j'ai pas dit encore, c'est que Itch, c'est une boîte très friendly par rapport à tout ce qui est remote, travail en remote, tout ça. Et du coup, dans mon équipe, il y en a 3 qui sont à Lyon. Il y en a un qui vadrouille un petit peu à droite à gauche, et le reste est à Paris ou en région parisienne. Et en fait, Figma a des fonctionnalités de collaboration où tu peux voir les autres bouger en même temps, travailler tous sur le même fichier, laisser des commentaires un petit peu dans le contexte, etc., qui était hyper intéressant dans le cadre de trucs. Et je pense que même des équipes plus petites et qui sont toutes dans le même bureau peuvent en profiter également. Mais pour nous, c'était pas vital, mais c'était beaucoup plus impactant en fait, d'avoir ce genre de fonctionnalité. Donc on est passé sur Figma et Prototype chez nous. Je sais pas comment ça va fonctionner plus tard, tu vois, mais ce qui vont sortir de mieux comme outil. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on a. Et je pense que la finalité, le but d'un designer sera toujours le même. Là où, chez les développeurs, je pense que de moins en moins, tu auras besoin de moins en moins de développeurs pour créer ton appli. Et tu le vois même, il y a 10 ans, il y avait besoin de plus de développeurs pour tout ce qui était hébergement, etc. Tu vois, là, il y a beaucoup de trucs qui ont été créés par des développeurs, des outils par les développeurs, pour les développeurs, qui fait que tu as beaucoup moins besoin de personnes pour le faire. Il faudrait qu'on arrive, nous, designers, à pas tirer une balle dans le pied comme ça, et à pas créer des trucs pour les designers, par les designers. On verra ce que ça donne.
Et qu'est-ce que tu penses de l'impact du designer, son évolution, dans le sens où maintenant je me rends compte qu'être product manager, c'est quand même avoir des skills en design, les développer. Comme tu l'as dit précédemment, dans la formation proposée par le Design Crew, on retrouve aussi des product managers. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'un jour, le designer aura cette force de pouvoir manager une équipe à part entière en tant que product manager finalement? C'est une autre question super intéressante. C'est une autre question qui fait pas mal de débat. C'est un peu la différence entre un product manager et un product designer. Il y a un gros chevauchement en ce qui concerne les skills de l'un et de l'autre. Il y a des environnements, il y a des boîtes, des organisations où il n'y a pas de product manager. Il y a des organisations où il n'y a pas de product designer. Il y a un product manager et un graphiste, si tu veux. Ouais. Et en fait, si tu veux, chez nous, ça pourrait fonctionner un peu pareil. Où en gros, comme je te disais, tu as toujours un couple, un binôme, product designer, product manager. Mais comme il y a un gros chevauchement, un gros overlap entre les skills de l'un et de l'autre, on s'en fout de qui va faire quoi. Dans certains cas, tu as l'interview qui va être menée par le designer et dans d'autres par le product manager. Et dans certaines boîtes, c'est les product managers qui font toute la user research. Chez nous, c'est pas le cas. Et je pense qu'il n'y a pas de limite, on n'a pas dessiné une limite très claire de qui fait quoi. Par contre, on mise sur le fait que le binôme product, PM, product designer, va tout faire ce qu'il y a à faire de bien pour mener à bien le projet. Et derrière, à l'intérieur du binôme, faites votre sauce comme vous voulez. Qui fait quoi, on s'en fout, on veut juste qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que tout ce qui devait être fait a été fait. Que s'il fallait regarder les data et rencontrer des utilisateurs, les deux ont été faits, derrière qui l'a fait, on s'en fout. Trop cool. Et à part le design, est-ce que tu as d'autres passions? Ouais, passion très débordante pour le basket. Je suis un grand malade de basket. Je fais même beaucoup de comparaisons entre le sport et spécifiquement le basket et le design ou le product ou les startups, etc. Sinon, je fais beaucoup de ciné, j'essaie de voyager autant que je peux, je fais beaucoup de concerts, etc. Mais celle qui me passionne le plus, celle qui me nourrit le plus en tout cas dans mon métier de designer, c'est marrant, mais c'est vraiment le basket en fait. Il y a des comparaisons un petit peu que tu peux faire qui sont un peu tirées par les cheveux, mais des fois qui ont du sens, quoi. J'avais fait un meet-up pour expliquer un peu ce que je t'ai expliqué sur la différence entre product designer et product manager. J'ai utilisé une métaphore basket dans ce truc-là, où dans les années 80, c'était très codifié, tu avais des grands mecs qui étaient sous le panier, qui rechopaient les ballons et qui tiraient de près, et tu avais des petits gars qui passaient la balle, qui couraient vite et qui tiraient de loin. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas en fait. Aujourd'hui, tu as un peu les grands qui vont tirer de loin, les petits qui vont se rapprocher du panier, etc. Tu n'as plus ces codes-là. Et c'est un peu comme ça que ça a évolué aussi dans le product design produit, où, comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'en fout de qui fait quoi en fait. Il faut juste que tout soit fait. Et j'avais fait justement ce parallèle-là avec maintenant le basket moderne, c'est comme ça, et peut-être maintenant le product moderne, c'est comme ça, avec un binôme product designer, product manager qui fait un peu tout ce qu'il faut faire, mais sans avoir de code hyper arrêté. Donc voilà, métaphore basket liée au produit, et j'essaie d'en faire régulièrement. Top, merci d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie.